La conscience, c'est quelque chose qui n'est pas limité au corps physique. Les gens peuvent en sortir, en rentrer. Il y en a qui ont l'impression qu'ils ne sont qu'un œil, qu'une conscience, qui est là et qui va dans le cosmos. Ça voudrait dire que derrière le décès, derrière la mort, on existe toujours. On a des gens qui témoignent de leur décès, de ce qui s'est passé avant qu'ils intègrent une autre incarnation. Il y a tellement de cas, il y a tellement d'anecdotes. Alors, en science, on dit que les anecdotes, ça ne fait pas office de preuve, mais il y a un moment où il y en a tellement. C'est des cas souvent qui nous sont rapportés par des médecins, par des infirmiers. Il faut quand même se dire, il y a un début de preuve de quelque chose, quoi. Quand la science dit non, mais là, quand le cerveau s'arrête de fonctionner, tout s'arrête, on n'a pas de preuve. Là, on est dans la croyance. On est passé de croyance religieuse à croyance scientifique actuellement. Bonjour Monsieur Fourier. Bonjour. Bonjour Madame Détiola. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes tous les deux les auteurs de cet ouvrage, État modifié de conscience, NDE, OBE et autres expériences aux frontières de l'esprit. Oui. Vous nous recevez aujourd'hui à l'Institut suisse des sciences noétiques pour parler de cet ouvrage et des différents cas que vous avez étudiés. Madame Détiola, vous êtes docteur en biologie moléculaire. Vous êtes également la directrice de ce centre d'études et de recherche. Monsieur Fourier, vous êtes thérapeute. Oui. Co-fondateur de ce centre. Oui. Ensemble, vous explorez depuis plus de 20 ans les frontières de la conscience à travers une approche à la fois scientifique, clinique, mais également humaine. Vous avez rencontré des personnes qui ont vécu des états de conscience modifiés et votre livre se consacre à l'étude de ces multiples cas. Afin de mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous propose dans un premier temps de répondre à la question suivante. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un état modifié de conscience et une simple hallucination ? Alors il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas la même chose. On va dire qu'un état modifié de conscience, alors déjà une hallucination c'est un état modifié de conscience, mais ceux auxquels nous on s'est intéressés, c'est des états qui sont très construits, où vraiment il y a tout un contenu qui est très construit, qui se retrouve, souvent il y a une base commune entre les personnes, ce qui n'est pas le cas des hallucinations, et puis ce sont des expériences qui sont souvent transformatrices. C'est-à-dire que soit il peut y avoir des compréhensions, ou la personne en tout cas peut en faire quelque chose pour son évolution, ou en tout cas elle lui parle d'une partie de lui. Alors que dans les hallucinations, souvent c'est des contenus qui sont négatifs, qui sont effrayants et qui n'ont pas forcément une base sur laquelle on peut travailler. Les gens les oublient, voudront en tout cas les oublier, ce qui n'est pas le cas avec ce type d'expérience. Oui, et vous abordez dans votre ouvrage le phénomène, c'est un des premiers chapitres de l'ouvrage, du réveil de la Kundalini. C'est une énergie qui, selon vos recherches et les témoignages que vous avez recueillis, peut entraîner l'éveil de facultés telles que la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, encore des capacités de guérison. Donc c'est le changement auquel vous faisiez référence. Comment est-ce qu'on comprend ce phénomène qui est presque incroyable que vous décrivez dans votre ouvrage et que de nombreux patients ont vécu ? Oui. C'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. En Inde, il y a même une forme de yoga qui s'appelle le Kundalini Yoga. Bon, nous, on va quand même l'appeler de ce terme, mais des personnes que nous rencontrons et qui vivent ce genre de choses, on peut l'appeler Kundalini, mais c'est des effets qui sont liés à l'énergie intérieure qui se réveille et qui se développe suivant de certaines façons, souvent d'une façon désagréable pour celui qui la vit, et puis parfois plus agréable, et puis éventuellement avec l'ouverture de facultés, comme vous avez dit. Mais pour l'instant, c'est plutôt rare de rencontrer des gens qui, avec ce phénomène qui arrive d'une façon impromptue, vivent des choses positives. Il faut qu'il y ait un gros travail derrière, sinon ils vont rester dans des situations désagréables. Et pour expliquer ça, enfin, ce qui est assez compliqué, c'est que là, tout de suite, on bute justement sur cette notion d'énergie qui, en Occident, est méconnue, ou on ne sait pas ce que c'est, alors qu'en Orient, ben voilà, on le sait, hein, même dans l'acupuncture, on parle de cette énergie qui circulerait en nous et qui peut être justement activée ou qui peut être bloquée dans le corps selon des problématiques psychologiques ou physiques, etc. Et
malheureusement, en Occident, on ne sait pas la mesurer, donc en général, on a tendance à la nier. Donc là, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a observé ces phénomènes, on sait que les gens qui vivent ces réveils de Kundalini, ça peut être extrêmement violent. Alors là aussi, il y a plein de cas de figure, mais ça peut être vraiment très violent. Il y a des gens qui ont des mouvements désordonnés du corps, qui vont prendre des positions particulières parce que justement l'énergie peut plus facilement circuler. Ils vont avoir des douleurs intenses, ils vont avoir la sensation de brûler de l'intérieur, ils vont avoir des remontées émotionnelles aussi, des fois des problématiques psychologiques qui peuvent venir. Et c'est vrai que s'ils vont voir un médecin chez nous, ça se passe pas très bien. Au mieux, on va leur donner des antidouleurs et des anxiolytiques, mais on a des cas, ça a été jusqu'au neuroleptique, ou alors ils ont été internés, parce que voilà, ils témoignent de choses qui ne sont absolument, qui sont méconnues, et ça peut aller jusqu'à entendre des voix ou avoir des facultés extrasensorielles, voir ce qui se passe ailleurs, etc. Et dans notre société, c'est pas très bien perçu. D'où l'importance de parler de ces phénomènes qui sont en fait, alors c'est pas courant, mais nous, c'est sûr qu'ici c'est un peu un goulot d'étranglement, mais dans tous les phénomènes qu'on a recensés, ça fait partie des plus fréquents en fait. Tout ce qui touche à l'énergie et cette circulation de l'énergie qui est plus ou moins agréable et perturbée. Alors il faut savoir que c'est généralement, ou la plupart du temps même, que c'est une réaction émotionnelle qui va déclencher le phénomène. Alors ça peut être des choses émotionnelles dans la durée qui finissent par déclencher le phénomène, ou des fois une chose brutale qui déclenche le phénomène. Comme un deuil, une séparation. Mais des fois ça peut être pas facile du tout. Nous on a vu, moi j'ai eu un patient, il passait ses journées dans sa baignoire tellement il brûlait la chaleur. Et les gens ont peur, ont vraiment très très peur souvent. Quand ils savent pas ce qui leur arrive, ils n'en ont jamais entendu parler. C'est vrai que c'est inquiétant. Voilà, ils le vivent en continu dans leur corps. Un phénomène qui est juste ponctuel, ça va. Mais quand ça dure, il y a des montées et des descentes, mais c'est très impliquant parfois. Oui, c'est un phénomène assez étonnant. Ça peut durer, pour ce réveil complet de la Kundalini, alors il y a des cas où c'est fulgurant, c'est-à-dire que tout d'un coup l'énergie monte d'un coup, et puis ça finit par une sensation où la personne a l'impression de sortir de son corps et puis de fusionner en fait avec le tout. C'est vraiment une expérience extatique extrêmement forte. Mais ces cas-là sont rares. Souvent, ça se fait par à-coups. Ça peut durer quelques semaines, ça monte, ça s'arrête au niveau de ce qu'on appelle les chakras, le premier chakra, le deuxième chakra. Et ça s'arrête. Et puis ça va recommencer quelques mois plus tard. Et puis ça va durer quelques mois, puis ça s'arrête. Donc c'est vrai que c'est des expériences qui durent et les gens sont démunis. Et c'est souvent la porte ouverte pour vivre d'autres sortes d'états modifiés. Oui. Sur lesquels on va revenir après, mais juste vous demander peut-être dans un premier temps, vous nous parliez du fait que ces personnes-là entendent des voix. Quelle est la différence finalement entre les états que vous décrivez et justement la schizophrénie ou ce que la science appelle aujourd'hui? Est-ce que pour vous, en fait, à chaque fois que quelqu'un entend une voix, est-ce qu'on ne devrait pas le considérer comme un malade, mais le considérer plutôt comme une personne qui expérimente quelque chose? Quelle est la différence entre eux? La différence, c'est ce qu'ils entendent et ce qu'ils vont rapporter de ce qu'ils entendent. Et comment ils le vivent aussi. Voilà. Bon, il y a des gens qui peuvent vivre la schizophrénie sans être dans une douleur apparente aussi. C'est incommode de la chose. Et à l'inverse, d'ailleurs, des gens qui vont vraiment entendre des voix vont le vivre d'une façon difficile aussi, avant peut-être de savoir que c'est quelque chose de positif. Et disons que de manière générale, c'est quand même quasiment toujours le cas, dans la schizophrénie, c'est des voix négatives qui vont être dénigrantes, les gens le vivent mal, sont dans un état de stress intense avec ces voix, alors que nous, les cas qu'on a rencontrés, on a aussi des schizophrènes qui nous contactent, mais assez vite on arrive à faire la différence. Ce sont des gens qui sont en contact avec des voix qui, au contraire, sont positives, sont apaisantes, sont là pour les guider, les encourager, leur donnent parfois des informations qu'elles ne connaissaient pas, donc ils doivent aller vérifier donc c'est des informations qui leur viennent d'ailleurs. Donc il y a un certain nombre de critères qui sont quand même assez faciles pour faire la différence. Pas toujours du premier coup, mais quand même assez vite. Et quand on aborde ce domaine aussi, là, comme dans tous les états modifiés, il y a plein d'interprétations, parce que on a pu voir, entre parenthèses, en ce moment, j'ai une patiente
qui va à peu près bien, elle a des états qui la perturbent, et des fois, tout d'un coup, elle entend la voix, mais la voix négative. Au même titre qu'il y a des gens qui entendent les voix d'une façon positive, mais si tout d'un coup, ils sont dans une période de vie négative, tout d'un coup, ça se transforme. Et les voix deviennent négatives. Mais c'est plus l'extérieur qui leur parle, c'est eux qui se parlent. Le principe de la schizophrénie. En fait, c'est très subtil parce que aussi la schizophrénie, tous les maladies mentales, c'est aussi des états modifiés de la conscience. Mais dans un cas, c'est vraiment quelque chose d'interne, c'est vraiment leur psychisme, leur mental qui va se mettre à créer des choses. Et puis des fois, enfin nous, c'est notre interprétation. Hein. On a vraiment l'impression que ça vient de l'extérieur. Mais comme c'est des états modifiés de conscience et que le mental est quand même toujours présent dans tous ces états modifiés de conscience, des fois, il peut être créateur et puis créer des choses qui n'existent pas. Donc, il y a toujours un moment où il faut faire la part des choses. Et c'est pour ça que tout notre travail, ça consiste souvent à, trier dans ce que nous dit la personne, ce qui vraiment vient d'elle, hein, qu'on peut tout de suite attribuer à ses conditionnements, à ses croyances, à sa psychologie, etc. Et tout d'un coup, on sent qu'il y a quelque chose, à partir d'un certain niveau, qui est d'un autre ordre. Voilà. Donc, mais c'est quand même assez délicat. C'est d'ailleurs important, puisqu'on est en train déjà de faire des différences, de voir que dans les états modifiés, c'est toujours très subtil. La part de la réalité, la part de l'imaginaire, la part de la création du mental, et ça va, ça vient, on peut pas vraiment trancher. Enfin, des fois c'est clair, mais souvent c'est très, très flou, les frontières. Mais de nouveau, pour rebondir sur votre première question, par rapport parce que d'après ce que tu dis, on se dit, oui, mais alors c'est des hallucinations. Oui, dans un état modifié de conscience, il peut y avoir des traits, on va dire, hallucinatoires ou des traits qui sont créés par la personne, mais c'est pas cette partie-là qui va les transformer, qui va leur permettre de progresser. Ça, c'est plutôt des choses, au contraire, qui vont un peu les bloquer dans leur évolution. Donc, il y a vraiment deux aspects complètement différents. Le terme hallucination est ambigu, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il y a des personnes, ils vont avoir vraiment une hallucination, puis d'autres, ils vont avoir ce qu'on pourrait appeler des visions. Des choses... c'est différent. C'est comme la schizophrénie, un peu. Il y a interprétation, toujours, dans deux sens possibles. On reviendra un petit peu plus tard peut-être sur justement cette frontière et puis la différence entre ce que la science moderne pense de ces états-là et ce que vous avez découvert, mais peut-être que dans un premier temps, on va parler un peu des expériences de sortie hors du corps. C'est aussi un passage très intéressant dans votre ouvrage. Pour ceux qui vivent ces expériences, il ne s'agit pas de simples rêves, pas même de rêves lucides, mais c'est une véritable expérience métaphysique. Et vous-même, vous avez pu rencontrer des patients dans ce cas. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces sorties hors du corps? Oui, on peut en parler longuement même, parce qu'on a étudié très précisément ce type de phénomène. Alors là aussi, c'est un mot wagon, les sorties hors du corps, parce que là aussi, plus on a approché ce domaine, plus on a vu que c'était quelque chose de très vaste et de très varié, très polymorphe. Et donc... oui, il n'y a pas, une façon de vivre cette expérience. On peut en parler pendant 1 heure, tellement il y a des choses qui sont différentes là-dedans. Mais c'est vrai que la base, c'est cette sensation, à un moment donné, que sa conscience n'est plus dans son corps physique. Mais la façon de sortir du corps peut être vécue consciemment, ou des fois la personne se retrouve à l'extérieur. Elle peut avoir l'impression de sortir par un endroit précis, ou bien d'être comme un nuage qui se dégage du corps entier. Ensuite, elle peut avoir l'impression d'avoir un autre corps à l'extérieur, ou bien d'être une boule. Certains vont voir leur propre corps, vont voir la pièce, vont se déplacer dans les pièces à côté ou dans la rue. Et puis finalement, d'autres vont partir dans d'autres dimensions. Donc, il y a vraiment plein de variantes, on va dire. Mais peut-être que je vais parler un peu de... Nicolas, oui. Il y en a qui ont l'impression qu'ils ne sont qu'un œil, qu'une conscience, qui est là et qui va à droite, dans des endroits des fois extrêmement
dans le cosmos, par exemple. Oui, lui, il va dans le cosmos. Mais c'est ça la différence, elle est là. C'est bon, déjà toutes les personnes vivent des sortir du corps, mais d'une façon inconsciente. Pendant le sommeil, tout le monde sort de son corps, quasiment. Peut-être toutes les nuits, des fois plusieurs fois par nuit. C'est inconscient. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'à certains moments, les personnes vont vivre cette expérience en conscience, en toute conscience. Et ça se passe généralement ou à l'endormissement ou au réveil, quand on est dans un demi-sommeil, ou pendant des insomnies ou des trucs comme ça. Et alors, bon, à ce moment-là, la sortie de corps va se faire ou pas d'ailleurs, parce que les personnes, elles vont peut-être entrer en une relative conscience de ce qui se passe, mais la décorporation va pas se faire. Et là, on arrive dans des choses qui s'appellent la paralysie du sommeil ou des trucs comme ça. Ça peut être même l'inverse des fois, parce que le somnambulisme, c'est peut-être justement l'inverse de la sortie de corps, mais la conscience s'en va. Je reviens sur cette notion d'hallucination parce que c'est vrai que en tant que scientifique, moi à la base, en tout cas, c'est vrai que j'avais de la peine justement à considérer que ces états étaient autre chose que des hallucinations. Donc il y a une période où j'ai eu besoin d'une preuve en fait, de me dire ok bon, c'est vrai que ça ressemble pas à des hallucinations, mais bon finalement peut-être c'est une forme d'hallucination qu'on n'a encore jamais rencontrée. Donc dans le cas des sortir du corps, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait essayer de faire des vérifications objectives. Donc on a travaillé plus de 10 ans, hein, oui. En tout cas une douzaine d'années sur les sortir du corps. Voilà. Et on a mis en place un protocole en double aveugle pour essayer de vérifier justement est-ce qu'on est en face d'une hallucination ou est-ce que c'est quelque chose qui est d'un autre ordre. Donc on avait tout un système avec 2 ordinateurs qui étaient connectés, un dans une pièce, l'autre dans une autre pièce qui était fermée à clé, les stores étaient baissés, et puis depuis le premier ordinateur, on pouvait lancer un programme sur l'autre ordinateur et ça allait choisir aléatoirement une image dans une base de données et la projeter sur le mur. Et donc on a monté ce protocole, on a testé différentes personnes, puis finalement on a travaillé avec un candidat en particulier qui s'appelle Nicolas Fraisse, parce que c'était très compliqué de trouver des gens qui étaient capables de vraiment vivre cette expérience plus ou moins à volonté, c'est-à-dire en tout cas, alors qu'on vous observe, qu'on attend quelque chose de vous, enfin il y avait une pression. Et surtout la journée. En plus en journée, parce que souvent les gens la vivent la nuit, comme tu l'as dit avant, c'est vrai. Et voilà, des gens quelqu'un qui était vraiment prêt à s'investir. Et donc on a fait cette expérience avec lui. Et nos résultats, pour nous, sont sans équivoque et montrent que il a été capable de cette fois d'aller dans la pièce d'à côté, de voir une image que nous-mêmes ne connaissions pas, donc puisque c'était du double aveugle, et ensuite de l'identifier parmi 20 images que l'ordinateur lui présentait. Donc là, le hasard, voilà. Cette fois, c'est énorme quand même. Alors on aurait voulu pouvoir la refaire plus. Mais c'est vrai que voilà, pour plein de raisons, c'était compliqué. En fait, on a fait 40 tests. Et sur les 40 tests, il l'a vu, il a identifié correctement l'image 7 fois. Mais les 33 autres fois, c'est pas qu'il l'a mal identifié, il est revenu en disant, il est revenu à lui en disant, soit j'ai pas réussi à faire te sortir du corps, soit je suis sorti de mon corps, mais je suis allé ailleurs. Voilà. Chaque fois qu'il a dit, je suis sorti de mon corps, j'ai été dans la pièce d'à côté, j'ai vu l'image, il est revenu et il l'a identifié correctement. Donc, c'est quand même un résultat très fort. Oui, parce que ce qu'on peut intellectuellement décider quand on est en toute conscience, une fois qu'on est sorti en décorporation, il y a d'autres choses qui ont des fois plus d'intérêt que de dire je vais aller dans la pièce d'à côté, je vais regarder quelle photo est projetée. Hein. Ouais, l'intellect ne fonctionne plus du tout de la même façon. Là, il y a l'émotionnel qui joue à ce moment-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le cas de la personne dont on parle, souvent pendant les tests, lui, il part chez lui voir son compagnon, ce qu'il est en train de faire. Voilà. Ouais, il a d'autres intérêts que l'expérience qu'il a. Oui. Des fois, il y avait une ambulance qui passait dans la rue. Et il nous disait, j'ai suivi l'ambulance. Voilà. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, sa curiosité était éveillée, puis il avait complètement oublié qu'il y avait un test et qu'il devait aller dans la pièce d'à côté. Donc, ça a pris un temps fou et les gens nous disent, mais si cette expérience était vraie, ça fait longtemps qu'on l'aurait démontré. Mais non, parce qu'on touche à quelque chose qu'on peut pas étudier comme ça aussi facilement que d'autres phénomènes naturels, quoi. C'est très complexe. Il faut que
Voilà, il a fallu réunir un nombre de paramètres et tenir compte d'un nombre de choses vraiment énormes. Et puis lui, sans compter qu'il y a des périodes où il faisait plus de sortir du corps. Il était perturbé à son travail, il faisait plus de sortir du corps. Donc on arrêtait pendant 6 mois, des fois 1 an ou 2. Et c'était vraiment très compliqué. Dans votre ouvrage, il est aussi fait mention d'une personne qui va se coucher un soir chez elle se sent pas très bien, et puis elle était invitée à une fête ce soir-là, mais elle peut pas y assister. Elle sort de son corps sauf erreur, et elle va sur place. Elle est capable de décrire ensuite à son ami le lendemain matin ce qui s'est passé pendant la fête, les événements exacts, les personnes qui étaient. Il a même vu les pensées de certaines personnes présentes durant la soirée. C'est des cas communs, ce genre de personnes qui peuvent aller même chez des amis comme ça. Alors, commun, non. Là, c'est amusant parce que vous parlez justement de Nicolas. Ah, c'est lui. Parce que dans le premier livre, il avait pris un pseudo. Il voulait pas témoigner sous son nom. Donc, il est appelé Thomas dans ce livre-là. Mais effectivement, c'est lui qui raconte ça. Alors, des cas comme Nicolas, il y en a quand même pas beaucoup, puisqu'on a eu beaucoup de peine à le trouver. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui témoignent d'avoir vu quelque chose ailleurs. Ça, c'est vrai que des gens qui font des sorties du corps et qui se déplacent. Le problème après, c'est de pouvoir faire des vérifications. Et c'est pas toujours facile parce que des fois, ils vont dans la rue ou ils se retrouvent des fois dans des lieux qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc, c'est compliqué. Nicolas, l'avantage, c'est que souvent il est attiré par des lieux, justement il y a quelque chose d'émotionnel, donc il se retrouve chez ses parents, chez des amis, sur la tombe de sa grand-mère, donc il peut voir des choses, et comme lui il a un esprit extrêmement justement à la base en tout cas c'était quelqu'un de très rationnel et cartésien, il avait besoin de faire des vérifications parce qu'il vit ça depuis qu'il est tout petit en fait, puis le jour où il s'est rendu compte que les autres vivaient pas la même chose que lui, il a eu besoin de faire des vérifications pour se dire, je suis pas fou, en fait. Donc, il a fait ça toute sa vie. Donc, il a une certaine habitude et il a un nombre, c'est assez fou le nombre de choses qu'il a pu vérifier et avec des gens qui peuvent en attester, hein. Nous, les premiers. C'est-à-dire, lui, c'est vraiment un cas. Pour pouvoir étudier les sorties de corps, lui, c'est le candidat idéal. Il serait assis là, il s'ennuie et tout d'un coup, il est parti. Ah. Oui, on a vu des choses étonnantes de sa part. Par exemple, on était en train de faire une conférence au Grand Rex à Paris. Tout d'un coup, lui, il était là et il n'était pas intéressé par ce qui se passait. Tout d'un coup, il n'était plus là. Il est allé voir dans la salle ce que faisait son compagnon, où il était. Il s'inquiétait pour lui. Mais dans quel état il se trouve quand il... c'est le musée Grévin. Il est vide. Comme pensif, en fait. Ouais, il est là. Non, il est immobile, il est plus là. On sent que dans le regard, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, en fait. C'est assez troublant de le voir. C'est vraiment une espèce de vide dans le regard et il bouge plus du tout. On peut faire ça devant lui. Voilà, on peut même faire du bruit par ses oreilles, tout ça. Il ne bouge absolument pas. Il n'est pas là. Il n'y a que le corps qui est là. Ça, c'est pour la plus belle des démonstrations, il est là. On dirait vraiment comme tu dis, comme le musée Grévin, comme une statue de cire, quoi. C'est vraiment, c'est pas comme quelqu'un de pensif, c'est autre chose. Et puis au bout d'un moment, une minute ou deux, il revient à lui et voilà. Et on lui demande où t'étais. Enfin, nous on a l'habitude maintenant. On sait où il va, mais on dit qu'il y a souvent des cas où on était un peu vexé parce que souvent quand on discute, si on discute de choses qui l'intéressent pas, voilà, au bout d'un moment on se dit tiens, hop, Nicolas est plus là, il s'en va. Bon, on l'a encore ennuyé. C'est un phénomène qu'il ne contrôle pas ou c'est alors, tout le travail, ça a été d'essayer de lui permettre de le maîtriser. Mais c'est compliqué. On s'est rendu compte que, en général, ça se produit comme ça, sans qu'il le veuille. Il a appris à l'arrêter, parce que des fois, ça se produisait alors qu'il voulait pas que ça se produise. Donc ça, il peut plus ou moins le faire. Et puis, dans le cas de cette expérimentation, on s'est rendu compte que le mieux qu'on pouvait faire, c'était qu'il se mette vraiment dans un état de disponibilité, d'être le plus calme possible, mais sans trop d'attente. S'il veut le faire, ça marche pas. Donc c'est vraiment être dans un état où il est bien, où il se passe rien, donc comme il s'ennuie, il y a une chance que ça se produise, mais il faut pas qu'il veuille quelque chose. Si il sentait que nous on était tendus parce qu'il fallait absolument que ce jour-là ça marchait pas. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de détente autour de lui et de la machine qu'il y a derrière. Ouais. Est-ce que ça peut être utile dans le cas d'expérience avec Nicolas justement? Non, pas avec Nicolas. D'accord. Pas avec Nicolas, parce que lui, Nicolas, il a besoin de rien, ouais. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? C'est un
un caisson de stimulation sensorielle, c'est-à-dire qu'il y a au niveau de la pointe, il y a une sono, et donc quand vous mettez une musique, vous fermez, ça fait comme un bain sonore en fait, c'est-à-dire que vous sentez vraiment les vibrations dans le corps, et selon les musiques, selon les ondes qui est choisies, on peut favoriser certains états modifiés de conscience. Et puis il y a des gens chez qui effectivement ça peut produire des sorties hors du corps. Vous abordez aussi dans votre ouvrage la question de la vision à distance. C'est des personnes qui disent pouvoir voir des scènes, des lieux, mais sans sortie de corps en fait. La conscience reste dans le corps, si j'ai bien compris la différence. C'est l'expression de conscience dans ce cas-là. Voilà. Est-ce que vous avez aussi des cas intéressants pour les visions à distance? Oui, bien sûr, puisqu'on a testé des personnes qui sont capables de vivre, entre autres Nicolas. Et effectivement, alors la différence avec quelqu'un qui est en sortie de corps, c'est-à-dire que la personne qui va vraiment être en décorporation, c'est le musée Grévin. Il se passe plus rien, rien. La personne qui est en expansion de conscience pour faire de la vision à distance, la personne est toujours présente. Et on peut l'accompagner, il va dire déjà je vois ça, et voilà, il peut parler, il peut dire je vois ça, on va lui dire attends, regarde sur la droite, tu vois pas, il y a pas quelque chose, etc. Ouais, c'est complètement différent, c'est qu'on peut interagir avec la personne. Dans le cas de Nicolas, il est capable, il s'est rendu compte avec le temps, des fois il fait des sorties hors du corps alors qu'il est engagé dans une action, et il continue l'action. Aussi, c'est-à-dire que ça lui arrive quand il conduit. Par exemple, ce qui est peut-être en fait, il conduit très bien, il n'y a pas d'après son compagnon, des fois qui était à côté de lui, il dit que simplement il est un petit peu plus raide dans ses gestes, mais il conduit parfaitement. Mais lui, il est ailleurs. Ou alors, s'il est en train de travailler, à l'époque il était comptable, maintenant il est devenu infirmier, il était en train d'écrire, il partait, puis comme ça lui casse un petit peu les pieds en fait. Et quand il revenait, il se rendait compte qu'il avait tout écrit, il avait fait le rapport, et son écriture était encore plus appliquée en fait qu'elle n'est normalement. Mais il avait fini son travail. Alors ça, on n'en a pas d'autres, des cas comme celui-ci, c'est le seul. Et on a aussi beaucoup d'exemples de gens qui font de la décorporation, mais qui se retrouvent, par exemple, je pense à Michel Bertrand, il se retrouve dans un oiseau. Voilà, dans le corps d'un animal, ouais. Alors, comme des expériences chamaniques. Comme une expérience chamanique, et il se voit en train de conduire sa voiture. Alors à ce niveau-là, Nicolas, lui aussi, toujours, a vécu des expériences de décorporation où il va se retrouver dans un autre corps. Ouais. Oui, d'ailleurs, il y avait même des références dans le livre à quelqu'un qui, entre guillemets, prenait possession du corps d'une autre personne, si je me trompe pas. Ouais. Je sais pas si c'était Nicolas aussi. C'est Nicolas. Oui, mais je me rappelais plus qu'on en parlait dans ce livre-là, mais peut-être qu'on en parlait déjà. Mais on a d'autres exemples. Je pense qu'il commençait. Dont la conscience est partie, mais elle s'est réveillée ailleurs. Ouais. Et ça arrive, mais c'est moi qui. Alors oui. Dans la serviette de bain. Ah oui, ça va, ouais. Ça, c'est des expériences, qui ont été rapportées aussi, des gens qui se sont retrouvés dans un objet, en fait. Comme si leur conscience était l'objet. Ça peut être une chaussure, ça peut être une serviette de bain. Enfin, c'est extrêmement troublant comme sensation. Mais voilà, ça peut être comme si c'est une sorte de délocalisation, quoi. C'est un type de sortir du corps, mais très particulier, on va dire. Et là, on retombe sur ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que c'est extrêmement polymorphe, les phénomènes d'état modifiés. C'est vraiment toutes sortes. Nous, ça fait 20 ans qu'on reçoit on en a des milliers de témoignages. Bien sûr, ouais. Et sans arrêt, on reçoit des témoignages, on est quand même surpris. C'est assez étonnant. Ouais. Oui, la variété des témoignages, c'est ça qui m'a surprise dans l'ouvrage. Alors, il y a des grandes cases, plein évidemment. Expérience de mort imminente, sortie de corps, Kundalini, entendeur de voix, mais après, tout est mixé. Oui, vous disiez, les expériences de mort imminente, vous en parlez aussi dans un long chapitre de votre ouvrage. En anglais, c'est Near Death Experiences, donc expériences aux frontières de la mort, littéralement. C'est des expériences qui surviennent lorsque les personnes sont proches de la mort, donc en état de coma, en arrêt cardiaque, dans un état de mort clinique. Ça dure quelques minutes, parfois plusieurs jours. On sait que des personnes restent plusieurs jours dans le coma. Et durant ces moments, il y a beaucoup de personnes qui sortent de leur corps, qui décrivent une sensation de flottement, une lumière intense, un tunnel, une rencontre
rencontres parfois avec ce qu'ils appellent des êtres de lumière. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de votre compréhension de ce phénomène extrêmement vaste également? Toi, tu vas dire, mais je veux juste préciser avant, c'est que ça a été c'était presque un genre de mode. À un moment donné, on s'est mis à beaucoup parler de ce phénomène. Mais il y a des gens qui vivent la même chose sans être en train d'avoir une crise cardiaque ou d'être sur un lit d'hôpital en train de passer de l'autre côté. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que quand on a découvert ce phénomène, c'était dans les années 60, fin des années 60, 70. Les premiers cas, c'était vraiment lié à la mort, en fait, à l'arrêt cardiaque. Puis après, par la suite, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi le vivre alors qu'il y avait une condition physique quand même grave, mais pas forcément d'arrêt cardiaque. Puis ensuite que finalement il n'y avait pas forcément besoin d'avoir un problème physique, mais ça peut être justement un gros choc psychologique. Et puis après, nous on s'est rendu compte aussi, on n'est pas les premiers d'ailleurs, Ring, le psychologue américain Ring en parlait déjà, que des fois il y a des gens qui rapportent ça alors que ils étaient sur un canapé dans leur salon en train de bouquiner ou de prendre une douche. Donc ça arrive aussi des fois complètement hors de toute atteinte de la personne. C'est beaucoup plus rare, mais ça arrive aussi. Donc on a l'impression que l'approche de la mort, c'est quelque chose qui favorise cet état, mais que c'est un état de la conscience qui peut se produire des fois un petit peu n'importe quand. Et notre compréhension de ce phénomène, nous, après avoir étudié ça pendant, depuis plus de 25 ans, c'est sûr que pour nous, ça n'a rien à voir avec une hallucination. Même si, de nouveau, dans l'expérience, elle est très connotée par les conditionnements d'une personne, par sa culture, par ses croyances. Voilà, ça c'est évident. Mais justement, il y a cette phase de décorporation où là, les gens voient des choses souvent qu'ils ne pouvaient pas voir dans l'état où ils étaient ou depuis leur corps, parce que des fois c'est dans la pièce d'à côté, dans la salle d'attente. Il y a tellement de cas, il y a tellement d'anecdotes. Alors, en science, on dit que les anecdotes, ça fait pas office de preuve, mais il y a un moment où il y en a tellement, et c'est rapporté, nous, c'est des cas souvent qui nous sont rapportés par des médecins, par des infirmiers, des infirmières, donc par le personnel soignant, et qui nous dit, mais on sait pas comment c'est possible. Il y a un moment où il faut quand même se dire, il y a un début de preuve de quelque chose, quoi. Ces expériences, maintenant, elles se comptent, c'est des millions et des millions à travers le monde. Dans chaque pays, il y a des millions de personnes qui ont vécu ça. Donc on peut pas simplement dire c'est une hallucination. Et d'ailleurs, quand même, la science en plus les étudie. Il y a, alors nous on les étudie, mais il y a des scientifiques vraiment mainstream, très qui sont partis dans l'idée de prouver que c'était des hallucinations et qui pour l'instant ne sont pas capables d'expliquer cette expérience. Il y a tellement de composantes, c'est une expérience tellement complexe. Parce que vous l'avez décrite, le tunnel, la lumière, tout ça. Mais quand on parle avec ces personnes, on se rend compte à quel point c'est d'un autre ordre. C'est que très vite, si on leur dit oui, mais alors attendez, racontez-nous ce tunnel, il était comment? Et on se rend compte que le tunnel, il était pas vraiment rond. Et puis ils avaient pas vraiment la sensation de se déplacer. Ils se déplaçaient sans se déplacer. Et tout est remis. Et puis la lumière, elle était, oui, mais en fait c'était une lumière, mais c'était pas vraiment une lumière. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un gros problème de vocabulaire et qu'ils essayent souvent d'utiliser des termes qu'on connaît pour nous faire comprendre quelque chose qui n'a rien à voir, en fait, avec ce qu'on connaît ici. Et que c'est très, 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 très complexe. Et que souvent, ils peuvent passer des heures à vous raconter tous les éléments qu'il y avait dans leur expérience. Parce que, alors, pas toutes, parce qu'il y a des expériences qui sont courtes aussi. De nouveau, il n'y a pas une seule NDE. Il n'y en a pas deux pareilles. Elles sont toutes, puis des fois, elles sont très longues. Il y a des gens qui nous disent, moi, j'ai eu l'impression d'être partie un mois, que tout ce que j'ai vécu là-bas, ça correspondrait à un mois ici, par exemple. Donc, ils peuvent vous en parler pendant des heures et des heures. Et voilà, donc on se rend compte que quand on nous dit, oui, c'est une hallucination, alors moi, je sais pas, mais une hallucination aussi complexe, alors que le cerveau est souvent, alors on a dit pas toujours, mais dans certains cas, il est vraiment en souffrance, il manque d'oxygène. D'avoir quelque chose d'aussi cohérent, d'aussi construit, d'aussi profond et qui marque autant les gens, puisqu'ils souvent ils sont transformés à vie. Bon, l'hypothèse de l'hallucination, elle est un petit peu légère quand même. Ce qui a rendu le phénomène très
très emparé. Le public s'est beaucoup emparé de ce phénomène parce que ça voudrait dire que derrière le décès, derrière la mort, on existe toujours. Alors c'est l'ambiguïté, hein, parce que proche de la mort, mais pas mort. Hein. On revient. Et j'ai vu comment c'était de l'autre côté. Oui et non. Mais c'est intéressant pour le public de penser qu'effectivement, de l'autre côté, une fois décédé, il y a autre chose. Oui. C'est-à-dire que là, il y a une forme de continuité de la conscience. En fait, c'est ça que ça montre. Voilà. La conscience, c'est quelque chose qui n'est pas limité au corps physique, que les gens peuvent en sortir, en rentrer, et que dans ces circonstances-là où le cœur s'arrête, où le cerveau cesse de fonctionner, ben la conscience continue. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je pense pas que les NDE en donnent forcément une image très enfin, pareil, il y a beaucoup de témoignages qui disent des choses très différentes, hein. Mais il y a quelque chose d'autre. Oui, le livre ne tire aucune conclusion sur ce qu'il y a après. La seule conclusion qui est tirée, c'est qu'il y a que la conscience continue. Voilà. Nous, à présent, nous, avec toutes les approches qu'on a pu faire depuis, on s'est aperçu, mais là, c'est au niveau de la conscience. C'est déjà un autre domaine que qu'est-ce qui se passe de l'autre côté par rapport à la conscience elle-même. Et ça, c'est pas du tout évoqué dans cet ouvrage? Non, ça, on y est arrivé plus loin, en fait. Mais c'est vrai que notre vision de la mort, elle a beaucoup évolué. Et maintenant, on a la sensation, en tout cas, de nouveau, hein, on dit pas ça comme des vérités absolues, mais nous, c'est le résultat de toutes nos recherches et de nos expériences aussi personnelles, c'est que la conscience est créatrice. Et de l'autre côté, on va créer, en fait, un peu ce à quoi on s'attend, à moins qu'on ait fait un travail sur soi, puis être vraiment un grand maître zen et approcher des états, voilà, d'abstraction déjà de son vivant. On aura tendance de l'autre côté à créer un petit peu l'environnement qu'on a envie en tout cas dans un premier temps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, la mort, c'est ce qu'on va en faire en fait, c'est pour ça peut-être, d'où l'importance peut-être de s'y préparer. Donc si on n'est pas bien, si on a des colères, si on est des choses qui sont pas réglées, si on est pas bien psychologiquement, ben ça risque d'être plus difficile de l'autre côté. D'ailleurs, toutes les personnes qui rapportent des expériences négatives en lien avec ces EMI, justement, sont des personnes qui, dans la vie, avant de vivre cette expérience, avaient déjà des difficultés, voyaient beaucoup de choses noires, étaient plutôt angoissées. Oui et non. Non, c'est vrai que le profil psychologique de la personne va jouer sur le déroulement de cette expérience, mais pas seulement. Il y a d'autres choses qui interviennent. Il y a beaucoup de paramètres qui vont. Dans les expériences négatives, il y a déjà les croyances, hein, les gens qui sont très imprégnés de religion judéo-chrétienne avec l'enfer, le paradis, et qui sont convaincus qu'elles n'ont pas eu une bonne vie, vont se retrouver. Il y a des expériences de ce qu'on appelle les NDE infernales qui sont absolument terrifiantes à ce niveau-là. Ça, c'est les conditionnements, oui. Voilà, mais celui qui est athée, qui vit une expérience comme ça, ben, il est dans le noir de l'autre côté. Voilà. Ceux qui croient en rien du tout, ça on en a eu des cas comme ça, ben, ils font une NDE, mais ils se retrouvent dans le vide. Le vide et tout seul pour l'éternité. Ce qui est absolument abominable à vivre. Donc ça, c'est aussi classé dans les NDE négatives. Ouais. Et ils reviennent, bon. Mais ils disent, mais de l'autre côté, il n'y a rien. Et c'est là où ça touche une réalité aussi, que celui qui va vraiment décéder, qui croit à rien, qui est athée, il va se retrouver... Où il y a aussi des gens... Dans le rien, dans le néant. Des gens qui ont peur au moment de la NDE. C'est-à-dire c'était quand même assez juste ce que vous avez dit, des gens qui ont... pour une raison ou une autre, ils sont peut-être plus d'un naturel plus anxieux. Quand l'expérience démarre, ils vont refuser l'expérience, alors que c'est des expériences, par exemple, qui commencent tout à fait comme les autres, c'est-à-dire une lumière qui apparaît, puis ils vont le ressentir comme quelque chose qui va venir prendre possession d'eux, dans laquelle ils vont se perdre, enfin, ils vont prendre ça comme une agression. Et à partir de là, le vivre très très mal. Et ça, c'est un troisième cas, ce qu'on appelle les NDE inversés, qui sont aussi des expériences négatives. Et ça, il y a des cas où, justement, il y a des gens qui se sont rendus compte qui ont rapporté qu'au bout d'un certain temps, ils en ont eu assez de lutter. Ils se sont rendus compte qu'ils ont lâché prise. C'est-à-dire qu'ils ont dit, tant pis, ils se sont abandonnés à l'expérience,
en disant on verra bien ce qui va se passer. Et à partir de là, l'expérience qui était très mal vécue est devenue très positive. Ou une expérience qui était justement des fois avec des images négatives, avec des monstres ou des choses comme ça, tout d'un coup devenait extrêmement positive. Donc d'où quand même cet aspect psychologique qui est quand même important sur le déroulement de la NDE elle-même. Ouais. Vous rapportez quand même que de nombreuses personnes qui ont vécu ces EMI reviennent transformées de façon positive, si je me trompe pas. Hein. Elles rapportent une nouvelle appréciation de la vie, une absence de la peur de la mort, le sentiment parfois même d'avoir une mission à accomplir. Moi, je me semble avoir vu ce chiffre, mais pour plus de 95% d'entre elles, cette expérience engendre un changement positif durable. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est-à-dire qu'on pas autant, parce que alors ça a un petit peu changé. C'est qu'à l'époque, c'est vrai, quand on a écrit le livre, déjà on disait que les expériences négatives se produisaient dans 4 à 5% des cas. Maintenant, je pense que c'est plus de 10% quand même. C'est pas, parce que le problème, c'est que les gens n'en parlent pas. Donc c'est assez difficile d'avoir les gens qui ont des expériences négatives ne veulent même pas en témoigner parce qu'ils veulent juste l'oublier. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais déjà, il y a un peu plus d'expériences négatives que ce qu'on pensait. Et puis, faut quand même tempérer dans la mesure où, oui, au final, les gens, s'ils sont bien accompagnés, ils vont finir par le vivre bien. Mais dans un premier temps, alors il y a des gens qui vont être transformés tout de suite, qui vont revenir de cette expérience et voir toute leur vie transformée positivement. Mais il y a beaucoup de gens qui vont être quand même entre deux, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est pour ça, d'où l'importance de l'existence de centres comme le nôtre. Ils sont très déstabilisés, ils sont désorientés, ils comprennent pas trop ce qu'ils ont vécu. Un stress post-traumatique. Voilà, ça remet en question tout leur cadre de référence. Ça peut, s'ils sont fragiles déjà psychiquement, ça peut, voilà, si c'est un équilibre un peu précaire, ils peuvent un peu perdre pied. Il y en a certains qui vont faire des dépressions, ça on n'en parle pas souvent, mais nous on a suivi des gens qui ont fait vraiment des dépressions alors que l'expérience était positive, mais c'est-à-dire qu'après l'expérience elle est tellement belle, elle est tellement tout, je dirais, qu'après le quotidien ça apparaît un peu médiocre, leur vie elle leur paraît un peu tristounette, les gens leur semblent mesquins, ils ont touché à l'amour inconditionnel, l'amour ultime, et puis tout d'un coup, vous avez des problèmes avec votre voisin, ils deviennent ultra sensibles en fait, ils sont très très sensibles, et tout ça combiné, ça fait que des fois, ça peut être quand même plusieurs années avant que les gens vraiment le vivent bien, intègrent tout ça, et puis arrivent à en faire quelque chose de positif dans leur vie. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que dans l'ouvrage, il y a quelqu'un qui parle de suicide, d'une envie de suicide qu'il a suivie pendant plus de 15 ans parce qu'elle voulait retourner dans cet état de béatitude totale et le quotidien était devenu trop lourd. Parce qu'elle avait une comparaison avec ce qu'il y a après la mort, justement. Et il y en a qui passent à l'acte. Nous, on a des cas, des gens qui finalement se sont suicidés. On voit pas des gens qu'on a suivis, mais qu'on nous a rapportés, en fait. D'où, de nouveau, cette nécessité de parler, d'en parler, d'être écouté, de pouvoir être écouté. Et puis c'est vrai que des fois, pour les proches, ça peut être un peu lourd parce que ils pourraient en parler tout le temps. C'est une expérience qui prend vraiment beaucoup de place dans leur vie, en tout cas au début. Et voilà. Ça peut devenir obsessionnel. Ça peut devenir aussi un peu obsessionnel. Il y a l'inflation de l'ego aussi. Aussi. Oui. D'avoir été capable d'entrer en contact avec ce qu'ils décrivent, des êtres de lumière, d'être un peu un divin, une sensation d'être un élu, d'avoir une mission justement. Parce que souvent ils disent oui j'ai une mission mais je sais pas ce que c'était, je me rappelle plus. Je sais qu'on m'a dit mais et puis d'autres ils pensent que leur mission c'est de convaincre les autres ou d'en parler. Et puis là ça peut être des fois un petit peu lourd. Lourd pour les autres, quoi. Et votre centre propose justement aussi un accompagnement thérapeutique pour justement s'ajuster suite à ces expériences. Oui. Ouais. Toujours en lien avec le fait que ça confirme en fait que toutes ces expériences, que tous ces cas confirment que la conscience continue de vivre après la mort. On a une expérience donc qui n'a pas de lien avec une near-death experience, mais qui est liée à une personne qui témoigne avoir vu sa propre réincarnation. J'ai trouvé extrêmement intéressant une personne qui s'est vue flotter dans votre ouvrage autour de sa maman juste avant d'entrer en fait dans son ventre. Et il se rappelle précisément des détails de sa naissance, au moment où on coupe le cordon ombilical.
Je trouve ça extrêmement beau. Ouais, c'est très beau. Ouais. On a plusieurs témoignages de choses de ce genre. Là, c'était un des premiers, mais par la suite, on en a eu d'autres. Oui, des gens qui ont des souvenirs d'avant l'incarnation. C'est des near-birth experiences. Ah, voilà. Ils se rappellent vraiment d'être rentré dans le corps du fœtus, puis au début d'en sortir, de rentrer, jusqu'au moment où vraiment ils se sont fixés, et encore, parce que des fois, justement, ils voient la naissance, c'est vrai, ils sont pas encore dedans. Mais certains disent à un moment, et ils avaient l'impression qu'ils pouvaient en tout cas, plus aussi facilement en sortir, en fait. Mais des fois, ils rapportent, dans ce cas-là, par exemple, il a rapporté à sa mère des souvenirs. Il se rappelait qu'elle elle avait été dans un parc, je sais plus ce que c'était exactement. Je crois. Il lui a décrit comment elle était habillée à l'époque, des choses vraiment très très précises qu'il pouvait pas connaître. Donc, et que la maman a pu confirmer. La maman a confirmé, ouais. C'est très intéressant. Ça, c'est vraiment... Mais après, là, on ouvre une gamme de trucs qui est très étendue aussi, parce qu'on a des gens qui témoignent de leur décès, des circonstances de leur décès, de ce qui s'est passé avant qu'ils intègrent une autre incarnation. C'est vrai. Et donc, là aussi, en plus détaillé aussi, ce qui se passe avant de changer de vie. Oui, avant... Comment ils apprécient l'entre-deux-vie. Voilà, ils sont le fœtus, mais bon, mais avec une conscience extrêmement présente et évoluée. Puis après, au moment de la naissance, donc toutes ces choses disparaissent évidemment, dans 99,9 des cas. Puis des fois, il y a des enfants qui ont des résurgences de souvenirs de vie d'avant. Alors bien sûr, on peut dire que tout ça, c'est des hallucinations, mais ça dépeint un paysage qui est très cohérent en fait. Tous ces témoignages, il y a des gens qui vivent la mort, qui vivent l'après-mort, qui vivent la renaissance. Tout ça correspond à ce qui peut être dit dans d'autres traditions avec la réincarnation, etc. Et voilà, et il y en a plein des témoignages comme ceci. Donc à un moment, on se dit est-ce qu'il faut à tout prix rester campé sur nos positions occidentales, non, la mort c'est la fin de tout, ou bien s'ouvrir à une possibilité que non, ça on a une vision qui est fausse de ce qu'est la conscience et de ce qu'est la vie et la mort. Oui, la science en tout cas a posé un cadre par rapport à ces questions-là, elle empêche toute tentative de comprendre complètement en mettant des barrières. Et alors qu'elle n'a pas de preuves. Je veux dire, là, on est dans une croyance. Quand la science dit non, mais là, quand le cerveau s'arrête de fonctionner, tout s'arrête, on n'a pas de preuves. Objectivement, oui, il se passe plus rien. Mais on n'a pas de moyen de mesurer la conscience. Donc là, on est dans la croyance. Là, on est passé de croyance religieuse à croyance scientifique actuellement. Et c'est admis, et c'est même mal vu si on remet ça en question. Mais si on est honnête, on est obligé de dire qu'on n'a pas de preuves ni dans un sens ni dans l'autre. Nous, pour être honnête, on dit on n'a pas de preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Par contre, on a beaucoup plus d'éléments maintenant qui vont dans le sens d'une survie de la conscience après la mort. Beaucoup plus d'éléments, énormément d'éléments. Oui, en tout cas, tous les témoignages qu'il y a dans votre ouvrage, ça ouvre des perspectives que la science n'a pas voulu considérer jusqu'à maintenant. Et tout ça, aussi le problème, c'est que la science actuelle, moderne, elle a banni un peu les témoignages à la première personne. Elle dit on ne peut pas se fier aux témoignages, les témoignages sont c'est la subjectivité. Et on part du principe que les témoignages n'ont aucune valeur. Et tout notre travail, nous, ça a été d'essayer de réhabiliter vraiment ces témoignages à la première personne en disant non, mais s'il y a autant de gens qui racontent ça, il faut peut-être les écouter. En plus, ils sont tellement bouleversés par ce qu'ils ont vécu ça vaut la peine en tout cas de creuser la question, quoi. On peut pas simplement balayer ça comme ça, c'est pas possible. Vous, en tant que scientifique et thérapeute, chercheur, qu'est-ce que c'est l'expérience qui vous a le plus convaincu, qui vous a vraiment... qui a fait la différence? J'ai un cas particulier là, parce que c'est mon propre vécu. C'est vrai, oui. Vous avez vécu vous-même une expérience, vous disiez tout à l'heure. Vous êtes expérienceur vous-même. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Quelques mots Elle est dans le livre d'ailleurs, mais j'ai mis un pseudo. Ah.
Et oui, c'est une expérience où l'être se dissout dans le tout, on va dire. Qu'on appelle les expériences transcendantales. C'était une EMI ou simplement une expérience Non, c'était pas une EMI, j'étais assis comme ça sur un canapé et la chose est arrivée. Et pour vous, qu'est-ce que ça a été quelle a été l'expérience qui vous a convaincu? Alors moi, ça a été progressif. Il y a eu déjà tous ces témoignages qui ça ébranle quand même quand on reçoit beaucoup de gens, qu'il y a toute cette émotion quand ils revivent, quand ils vous racontent leurs expériences. Après, il y a toutes les expériences avec Nicolas on a vu, voilà, que les sortir du corps, c'était pas des hallucinations, ça a été fort aussi. Mais finalement, moi, j'étais pas du tout expérienceuse, on va dire. Mais au final, ce qui m'a le plus convaincu, c'est le jour où moi-même j'ai pu vivre certaines choses. Et là, en fait, je pense que c'est la seule façon de plus en douter du tout. Parce que sinon, il y a toujours une part de vous, surtout moi en tant que scientifique, habitué à tout remettre en question, il y a toujours une part de vous qui doute. Mais à partir du moment où vous vivez vous-même certaines choses, c'est plus possible, quoi. Vous pouvez pas on peut plus renier, quoi. Oui, c'est la seule chose qui va faire la différence. En fait, là, on n'est plus dans de la science, mais pour que, disons, l'humanité en vienne à comprendre davantage de choses sur ces questions, il faut que les personnes le vivent elles-mêmes. Exactement. Il y a que le vécu c'est le vécu qui fait la différence entre la croyance et le vécu. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses comme ça, mais souvent les gens l'occultent même. Moi, je sais que des fois, dans des soirées comme ça, je commence à en parler parce qu'on me demande ce que je fais. Puis il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, ça me rappelle, mais quand j'étais enfant, je vivais ça. » Mais comme ils n'ont pas pu en parler ou que les parents n'ont pas bien réagi, voilà, ils l'ont relégué aux oubliettes, quoi. Et de nouveau, pour ça que c'est bien qu'on en parle de plus en plus, parce que il y a beaucoup de gens qui font des expériences comme ça. Ou même ce qu'on appelle, par exemple, on parle beaucoup ce qu'on appelle les VCSD, les vécus subjectifs de contact avec les défunts. Les gens, il paraît qu'il y a 50% des gens, au moment d'un décès, ressentent des présences, ou on voit des choses, ou ont des sensations de la présence du défunt. C'est énorme. Mais voilà, comme on est dans une société où, voilà, on nous apprend que tout ça, c'est des hallucinations, c'est faux. On n'y croit pas, ou on n'y attache pas d'importance, ou donc on occulte, oui, tout est fait, tous les jalons ont été mis en place ces dernières années pour que les personnes aient tendance à croire qu'elles sont presque folles, en fait, quand elles vivent ce genre d'expérience. Donc on préfère mettre sous le tapis. Et puis les gens n'osent pas en parler, et puis des fois ils osent même plus se l'avouer à eux-mêmes qu'ils ont vécu ça. Puis leurs proches, au lieu de les rassurer, souvent leurs proches les inquiètent. T'es malade, faut que tu ailles voir le médecin, on va te mettre en hôpital psychiatrique pendant quelques temps. Enfin, nous, on a des gens comme ça, des témoignages assez incroyables à ce niveau-là. C'est très fréquent chez les enfants aussi, ces expériences. Et voilà, l'attitude des parents, elle est primordiale. Si c'est accueilli, si les enfants sont rassurés, ils vont le vivre bien. Des fois, ça s'arrête, mais des fois, ça peut continuer. Mais si c'est mal vécu, ça peut être alors vraiment des sources de dérèglement par la suite à l'adolescence, ou alors ça va être complètement occulté, quoi. On voit une différence, c'est quand on voit les personnes qui sont perturbées par ce vécu, expériences de toutes sortes, et que en leur parlant, en leur expliquant ce qui se passe, tout d'un coup, ils sont soulagés, ils vont mieux, entre guillemets, une sorte de guérison par rapport au moment où ils sont venus, qu'ils étaient... Nous, on a recueilli des gens comme ça, ils étaient complètement destroy, en leur expliquant, mais non, mais c'est normal, simplement, regardez bien, c'est ci, c'est ça, c'est comme ci, comme ça. Ah, enfin, je respire, ils partent soulagés. C'est là, la démonstration, elle est là. Hein. Oui, pour nous, c'est ça aussi, le sens de ce qu'on fait. Pendant 13 ans, on a fait des réunions tous les mois, en fait, d'expérienceurs. Bon, là, on a arrêté il y a quelques années, mais pendant 13 ans, on a fait ça tous les mois. On avait entre 40, des fois, jusqu'à 60 personnes qui venaient pour témoigner. Donc, c'était comme ça, on était en rond, et c'était vraiment juste un espace où les gens pouvaient déposer vraiment ce vécu, qui ne savaient pas à qui communiquer. Il n'y avait pas de jugement. Nous, on intervenait très peu. Eux se posaient des questions entre eux.
Et des fois les gens arrivaient, les gens étaient, il y en a qui pleuraient, qui avaient des visages fermés, et ils repartaient. Et à la fin de la réunion, les gens rigolaient. Ils étaient complètement transformés simplement d'avoir pu être entendus et de voir que d'autres gens avaient vécu la même chose qu'eux, et que nous on les prenait pas pour des fous, qu'on validait ce qu'ils avaient vécu. C'était impressionnant. Ça faisait 75% du job était fait simplement de les avoir écoutés et pris en considération. Ça, c'est et que d'autres vivent la même chose. Et que d'autres vivent la même chose, qu'ils soient pas tout seuls. Qu'ils soient pas tout seuls. Ouais. Alors maintenant, ça va mieux, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était en 99. Il y avait rien, on en parlait très très peu. Maintenant, c'est vrai. Donc, moi, je me rappelle les tout premiers témoignages. Je me rappelle d'un monsieur. Il pleurait, il était en face de moi sur le canapé. Ça faisait 40 ans qu'il avait vécu une NDE. Il n'avait même pas parlé à sa femme. Il n'en avait jamais parlé. Et là, de pouvoir en parler, mais il pleurait. Alors maintenant, c'est vrai que on en parle plus facilement. Hein. En 25 ans, les choses ont beaucoup changé. Quoi. Et de valider qu'il n'est pas fou, que c'était un accès à une autre réalité. Ouais. Il y a peut-être beaucoup de dégâts qui ont été causés finalement par la médecine moderne, qui a eu tendance à mettre tout le monde dans la même catégorie. Ouais. C'est-à-dire les personnes qui vivent des choses positives et négatives, on leur a tous dit finalement c'est de la folie, c'est s'écarter de la raison, il faut revenir. On a donné des médicaments peut-être à tour de bras finalement. Il y a eu beaucoup de mal fait par des mauvais diagnostics. On donne des médicaments qui ne sont pas adaptés, ou des fois il ne faut pas de médicaments même. Et il y a eu des dégâts avec ça aussi. On a vu des gens avec les neuroleptiques. Non, mais les électros. Ah, des gens qui ont eu des électrochocs. On a des gens qui ont été internés, qui ont eu des neuroleptiques, une dizaine en tout cas de séances d'électrochocs, et qui entendaient des voix. Voilà. Et sa famille l'avait fait interner. Et puis au bout d'un moment, la voix lui a dit, arrête de dire que tu m'entends, et puis ça ira mieux. Et donc elle a dit non, mais c'est bon, c'est fini. Donc on l'a laissée sortir, et puis elle a continué à vivre avec sa voix, mais elle le disait plus à sa famille. Mais elle vit très bien avec, c'était pas du tout négatif en fait. Et d'ailleurs cette personne maintenant est entrée un peu dans une aide à ceux qui entendent des voix aussi. Ah, excellent. Sa propre expérience lui sert de... Tout ça est en train de changer, enfin voilà, on voit, nous ça fait plus de 25 ans d'existence, puis on n'est pas les seuls, il y en a d'autres qui ont œuvré pour ça, et on voit que tout ça, ça porte ses fruits, parce que c'est vrai que maintenant les gens peuvent quand même en parler beaucoup plus facilement. C'est pas encore partout, hein, c'est pas toujours bien accueilli, mais quand même il y a des gros progrès, quoi. Donc vous voyez que la médecine aussi, la science est quand même prête à se remettre en question sur ces questions-là et à accueillir différemment les patients, la médecine maintenant psychédélique va faire que on va créer chez le patient un état modifié pour qu'il puisse explorer ce qui va pas. Disons que, en tout cas pour les NDE maintenant, au moins c'est un phénomène qui est reconnu comme quelque chose qui existe. Il y a beaucoup de médecins en tout cas qui sont d'accord de dire qu'on ne sait pas ce que c'est, même si certains continuent à dire que ce sont des hallucinations. Mais je pense que justement un des derniers bastions qui est difficile, là, c'est les voix, justement. Les gens qui entendent des voix. Mais il y a quand même il y a un médecin qui s'appelle le docteur Rome, qui a beaucoup travaillé sur ces états et qui, lui, a aussi conclu que c'était des états de la psyché qu'on pouvait pas simplement classer comme hallucination. Et il a fait beaucoup avancer les choses. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un réseau d'entendeurs de voix. Dans différents pays, il existe, où les gens se réunissent pour en parler, pour vivre avec ces voix, alors il y a différents cas de figure. Il y a des gens chez qui c'est des voix qui sont quand même intérieures, qui sont créées, mais qui sont quand même une espèce de dialogue intérieur, et qui peuvent être vus comme quelque chose de positif, et qui est pas forcément quelque chose qu'il faut soigner avec un coup de médication Donc voilà, et dans ces entendeurs de voix, il y a des choses qui sont d'un autre ordre aussi. Donc ça évolue. On voit quand même que les choses, on a une vision qui est quand même un petit peu plus subtile qu'avant, mais c'est lent, c'est très lent à dire.
En tout cas, vos recherches, vos ouvrages contribuent justement à faire avancer nos compréhensions, les compréhensions de notre société dans ce sens. Donc je vous remercie pour cet ouvrage que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Je vais afficher aussi les autres à l'écran. Et puis merci également pour cette intervention et l'approche que vous nous avez proposée aujourd'hui, à la fois rigoureuse mais aussi humaine, pleine de bon sens et puis un regard neutre, conjugué à un intérêt scientifique certain. Donc merci beaucoup pour cette conversation très intéressante. Merci à vous de nous donner la parole pour pouvoir exprimer ces choses d'une façon un peu plus détaillée. Avec grand plaisir, et puis peut-être à tout bientôt sur NTD pour la suite des épisodes avec vos prochains ouvrages et vos recherches. Plaisir.